Bonjour et bienvenue à Hockey le magazine. Ici Denis Gauthier, en compagnie de mon collègue habituel Jasmin Leroux. Et sans plus tarder, voici ce qu'on a pour vous cette semaine. On a la chronique équipement avec le spécialiste Éric Dupont portant sur les casques et le segment sur la glace au cours duquel Alexandre Jarre présente l'approche au porteur près de la bande. Toi, Jasmin, qu'est-ce que tu as pour nous cette semaine? Bien, moi, cette semaine, je vous propose une entrevue avec l'ancien attaquant du Canadien, Pierre Mondou, qui a revêtu l'uniforme tricolore à l'époque entre 1976 et 1985. Mais tout d'abord, je suis allé il y a 3 semaines au Challenge Midget 3 CCM du côté de l'Outaouais à Gatineau, un tournoi de très haute importance pour les équipes Midget 3A. Et je vous présente un reportage sur cet événement qui a été remporté par les élites de Jonquière pour la 2e fois de leur histoire. Hockey Magazine, c'est parti! Hockey Magazine, une présentation de vos concessionnaires Subaru du Québec. Subaru, confiance et évolution. Depuis 12 ans maintenant, la Ligue de hockey Midget 3A œuvre avec les associations de hockey au Québec pour présenter le Challenge Midget 3 CCM, qui regroupe en 2017 24 équipes, soit 15 de la Ligue de hockey Midget 3 du Québec et 9 de l'extérieur du Québec, dont une même des États-Unis, dans un tournoi qui est présenté sur 5 jours. Nous sommes allés faire un tour à Gatineau, dans la région de l'Outaouais, pour voir ce tournoi et cette édition 2017 au début du mois de décembre. Bien, premièrement, c'est une équipe à peu près de 90 bénévoles. Le travail se commence au mois de juin. La préparation, la planification. Pour nous, c'est sûr que c'est une chance en or de montrer ce qu'on peut faire, surtout avec la nouvelle complexe qu'on a. Je pense que c'est une facilité extraordinaire. Oh, ça a été extraordinaire avec l'appui d'Hockey Québec et de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Pour la première fois, on a une édition de joueurs américains de 15 ans. On a fait revenir aussi le Midget Espoir avec la collaboration de Hockey Québec qui est chapeautée par la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Les Maritimes ont... je crois que ça fait peut-être la 5e année ou 6e année qu'ils viennent, nous autres, à 5 équipes. On est habitués, mais on a aussi 2 équipes de l'Ontario. Je crois que ce qui est bon là-dedans, c'est que nos équipes vont pouvoir se comparer à d'autres équipes, évidemment, de l'extérieur, pour et éventuellement vers la Coupe TELUS, pour voir rendu à la Coupe TELUS, c'est quoi. Donc, une des équipes qui est ici, c'est les représentants de la Coupe TELUS là, en 2018. Donc, c'est pour montrer à nos jeunes un peu comment ça joue le hockey à ce niveau-là à l'extérieur de la province. Au niveau des joueurs des équipes, là, je pense que ce qu'on peut leur offrir, c'est extraordinaire. On offre le lavage de serviettes, de vêtements, on offre des collations, on réussit à offrir des espaces pour on a des aménagements qui permettent de laisser leurs équipements comme les professionnels. C'est probablement leur dernier événement de ce genre qu'ils vont vivre en tant que joueurs de hockey mineurs amateurs. Parce qu'ensuite de ça, bien, ça va être peut-être, s'ils sont chanceux, le Coupe Memorial, le championnat du monde. Donc, c'est peut-être le dernier plateau, dernière chance qu'ils ont. Fait que pour nous, l'organisation, c'est de les gâter. Le but recherché, c'est que nos joueurs aient une compétition sur 4 jours. Donc, le but à atteindre, il est dimanche. Il n'est pas sur une saison de 42 matchs, plus les séries et après ça. Donc, ça permet aux entraîneurs de voir comment leurs jeunes vont compétitionner dans les séries, parce que là, c'est vraiment, là, on est proche du but à atteindre. De 2, oui, les recruteurs, il n'y a pas seulement que la Ligue junior majeure du Québec, on a le collégial, on a le junior 3A qui est ici. Donc, le jeune, il faut qu'il apprenne à doser avec tout ça. Un représentant de la Ligue qui rencontre des joueurs avant chaque match pour leur expliquer de garde, soyez calme, c'est pas parce que c'est plein de recruteurs qu'il faut que tu changes ton style de jeu ou quoi que ce soit. Et pour les équipes, donc, ces autres, ils se réunissent tous, les dépisteurs, à travers leur région, viennent tous ici et ils peuvent échanger entre eux. Donc, nos jeunes apprennent à compétitionner à un niveau, encore là, plus poussé qu'en saison régulière. Et à chaque année, le Challenge nous apporte une surprise. Souvent, c'est pas l'équipe qui est en tête du classement ou dans les premiers qui remporte le Challenge. Et ça donne un petit coup de pouce pour le reste de la saison pour les joueurs et les dirigeants. Puis je pense que le hockey de ce niveau-là, il est extraordinaire. Les jeunes, ils se défoncent, présence après présence. Malheureusement, on va voir des matchs de professionnels ou de juniors. Il y a des soirs que
c'est pas évident. Ces jeunes-là, ils n'appartiennent pas à aucune équipe encore, ils sont complètement indépendants. Ils se battent à tous les jours. Le spectacle ici est extraordinaire. Je vous dirais que ma seule déception, c'est peut-être ça, c'est que je m'attendrais à ce que tous les grands amateurs de hockey soient ici parce que le spectacle que ces jeunes-là y offrent est extraordinaire. Après 4 éditions couronnées de succès à Gatineau, c'est au Saguenay que se déroulera ce tournoi entre 2018 et 2022. L'organisation des élites de Jonquière aura la lourde tâche d'égaler ce que Montréal, Québec et Gatineau ont fait dans les 12 dernières années. L'organisation de Gatineau a amené le challenge à une hauteur que c'est tout un défi pour le Saguenay de maintenir et d'améliorer. On veut essayer de garder ce qu'on a cette année, c'est-à-dire 24 équipes. Si possible, bien, on a déjà été 20, on a déjà été seulement 15, mais seulement notre ligue. Mais on veut essayer de rendre le tournoi à un niveau incontournable pour les équipes de l'extérieur. On veut mettre encore un peu plus d'emphase sur la compétition. Il est important pour nos jeunes de compétitionner. Alors, si on est capable de tirer des équipes de l'Ontario qui vont venir participer, exemple, à la Coupe TELUS, si on est capable d'inviter, on a déjà eu une année Red Bull, on a déjà eu une année les Allemands. Alors, on travaille là-dessus aussi pour essayer d'avoir des équipes européennes pour que nos jeunes Québécois apprennent qu'il y a du bon hockey qui se fait ailleurs, puis apprennent surtout à compétitionner avec ces gens-là. C'est finalement devant plus de 15 000 spectateurs et 300 recruteurs que les joueurs de 24 équipes midget ont pu montrer leur talent à travers ce week-end de compétition. Il s'agit définitivement d'un moment dans l'année où, tranquillement, on peut séparer les hommes des enfants. Jasmin Leroux pour Hockey le Magazine. Cette semaine à la question quiz. Pierre Mondoux peut se vanter d'avoir été repêché à la fois dans la Ligue nationale par le Canadien de Montréal et dans la défunte Association mondiale de hockey par une autre formation. Quelle est cette formation qui a d'ailleurs joint les rangs de la Ligue nationale en 1979? Est-ce que c'est A, Nordique de Québec, B, Whalers de Hartford ou C, Jets de Winnipeg? La réponse, après la pause. La réponse A, les Nordiques de Québec. Choix de premier tour du Canadien dans la Ligue nationale en 1975, Pierre Mondoux a également été repêché au même rang la même année par les Nordiques, alors membre de la défunte Association mondiale de hockey. Il n'aura toutefois jamais endossé l'uniforme des Bleus, comparativement à 548 matchs disputés avec la Sainte-Flanelle de 1977 à 1985. Une vilaine blessure à l'œil, causée par le défenseur Ulf Samuelsson des défunts Whalers de Hartford, viendra toutefois mettre un terme à sa carrière. On a d'ailleurs récemment rencontré Pierre dans le cadre du segment « Parcours vers la LNH ». Je suis né à Sorel. De ce temps-là, il n'y avait pas eu de fusion avec Sorel-Tracé. J'ai toujours joué mon hockey mineur à Sorel. De ce temps-là, c'était plus local. Il n'y avait pas de hockey de double lettre ou des intercités. J'ai commencé à jouer intercité seulement à midget. C'était toujours plus local. À la fin de ma première année midget, j'avais eu un petit peu de désintéressement envers le hockey. Et à la deuxième année midget, c'était la première année qu'ils ont formé le hockey intercité. Là, on a embarqué dans la ligne de Rive-Sud. Et cette année, on dirait que j'ai repris goût au hockey. Je me rappellerai toute ma vie le tournoi Mosquito de Montréal-Nord. Le tournoi de Mosquito de Montréal-Nord. C'était la première fois qu'on jouait à l'extérieur. Et ça avait bien été. Là, puis mon nom avait été marqué, je pense, à ce temps-là, c'était le Montréal matin. J'avais compté 4 buts d'affaires. Puis je me rappelle de ça comme c'était hier. Mon instructeur midget, la même année que j'ai repris goût au hockey, il s'appelait Pete Bisson. Il a coaché un peu Junior Majeur du Québec aussi. Et c'est comme je dis, quand j'avais arrêté de jouer l'année d'avant, j'étais défenseur. Et cet instructeur-là, Pete Bisson, m'a mis au centre. J'avais toujours joué mon hockey mineur à la défense. Bien entendu, ça a été un tournant pour moi dans ma carrière. Je me rappellerai l'Arena Maurice Charles quand on avait été joué dans un des tournois, c'est Bantam. C'est après le tournoi Mosquito. Je me rappellerai tout le temps, là, les lumières étaient comme d'un teint différent des lumières chez nous. Et puis à cause que c'était l'Arena Maurice Charles, j'ai dit que j'avais été impressionné par ça. C'est ça, ma première année midget, comme je dis, j'ai eu un de désintéressement au hockey. Je m'avais parti un peu dans une autre ligne. Puis j'avais arrêté de jouer dans la dernière partie de la saison. Et demandez-moi pas pourquoi. Cette année-là, on dirait que j'avais perdu le goût du hockey et j'avais arrêté de jouer au hockey. Et c'est cette année-là qui était un peu une petite page d'histoire dans mon hockey mineur. La meilleure leçon, je dirais, c'est
Dans le hockey, c'est l'esprit d'équipe. Comme je l'ai dit tantôt, mes amis m'ont fait revenir. On crée des amitiés qu'on garde pour la vie dans une équipe de hockey. Hein. L'esprit d'équipe est toujours bien fort et cet esprit d'équipe-là s'est transporté dans la vie en dehors du hockey. Et ces mêmes amis-là que j'avais à ce temps-là, je les revois encore et on est liés pour la vie à cause de ça. Dans le hockey mineur, il y avait des instructeurs, on les aime tous, mais il y avait un monsieur qui s'occupait du hockey mineur à Sarel qui s'appelait Mario de Guise. Ce monsieur-là était un peu notre père spirituel à tous les gens de Sarel. Et ce fameux Mario de Guise-là, il prenait toujours soin de nous autres. Moi, mon père est décédé quand j'avais 15 ans. C'était lui qui s'occupait de tous les jeunes. Dans ce temps-là, il était tellement bon organisateur. Puis les coups de jouer au hockey à ce temps-là, il était presque nul. Et j'avais 2 autres frères qui étaient dans le hockey mineur aussi. C'était un homme qui s'impliquait, il prenait soin de tout le monde. Je pense que le meilleur conseil, c'est de juste jouer quand on a aimé le hockey. C'est aussi simple que ça. Hein. Je pense qu'il faut pas trop regarder le but ultime, puis profiter et jouer au hockey par l'amour du hockey. C'est la seule chose que je peux dire. Je suis convaincu que c'est le meilleur conseil. Ici Jérémy Grégoire de l'Organisation du Canadien de Montréal. Vous regardez Hockey le magazine sur RDS. On est en compagnie cette semaine de Jérémy Biaka-Boutouka, défenseur des Riverains du Collège Charlemagne. Jérémy, tu es un défenseur de 15 ans à ta première année au niveau Midget 3. Parle-moi un peu de cette première saison, comment ça se passe? C'est sûr que c'est une bonne année. Je pense qu'on a des bons coachs qui sont là pour me développer au maximum. Je pense qu'ils ont beaucoup d'expérience, donc ils sont là pour développer chaque petit détail de ma personnalité puis aussi comme joueur de hockey aussi. Je pense que ça va être une bonne année. Je pense qu'on travaille fort chaque jour. Quel genre de défenseur tu te décris? Je sais que tes entraîneurs te décrivent comme quelqu'un d'extrêmement travaillant, très mobile, ça bouge beaucoup. Comment toi, tu te décris comme défenseur? Je pense que je suis un défenseur qui est quand même polyvalent. Je pense que je suis capable d'être quand même sûr à la défensive. Puis quand on a besoin d'un but aussi, je pense que je suis capable d'apporter aussi un peu d'offensive. C'est sûr qu'aujourd'hui, on cherche des défenseurs comme ça. Je pense que trop défensif puis trop offensif, ça peut être des fois un peu... des fois, il y a des situations que les coachs ont moins te mettre. Fait avec mes coachs, on travaille beaucoup pour que je sois le plus polyvalent possible. C'est un power forward à la défense, pas compliqué. C'est un gars qui a des habiletés exceptionnelles. Il est 6 pieds 3, je pense 6 pieds 2, 6 pieds 3. Un patin au-dessus de la moyenne de loin, c'est peut-être même mon plus vite patineur. Un tir quasiment des ligues majeures déjà. Doit apprendre à jouer la game. Doit apprendre à garder ça simple. Veut pas, il a toujours été plus rapide, plus gros, un meilleur tir que les autres. Je pense que Bam Tam 3 l'an passé, il a fait 35 buts ou quelque chose comme ça. Fait que il a toujours dominé. Mais il dominait contre des joueurs qui étaient plus petits, qui étaient moins rapides. Là, Midget 3, il y a des bons joueurs dans cette ligue-là. Fait qu'il doit trouver une façon d'être simple, d'être bien positionné, d'apprendre justement à se challenger, à gaper, à aller chercher son espace libre. Tu as une histoire un petit peu, bon, on va pas dire particulière, mais quelque chose qui sort un petit peu de l'ordinaire. Ton oncle a joué dans la NFL, Chimanga, ça a été même, on pourrait presque dire, une vedette de la NFL. Parle-moi un petit peu de l'ADN de la famille. C'est évidemment une famille très sportive. Comment toi, tu as vécu ça quand tu as grandi avec cette famille-là qui était très sportive? Ton père aussi a été, je pense, un sportif aussi. Oui, dans le fond, mon père a été un très bon athlète aussi. Il s'est blessé malheureusement à 16 ans, mais il aurait sûrement pu faire de grandes choses aussi dans le football. Mon oncle aussi, comme vous avez dit, il a fait la NFL. Je pense que c'est une génétique... on a quand même une bonne génétique, je pense. Ouais. Je pense qu'on est assez gros, on est assez vite aussi. On essaie justement de développer chaque petit détail pour justement l'exploiter au maximum, cette génétique-là. Je regarde toujours les bons défenseurs puis je me dis, j'aimerais ça être comme lui. Donc, je travaille chaque détail. Mon père aussi me le rappelle, beaucoup de restes sur terre, mes coachs aussi. Je pense que... Mais j'essaie de moins y penser. C'est sûr que tout le monde va dire ça. Mais je pense que même si les personnes disent ça, je laisse les personnes parler. C'est pas encore officiel. Tout peut arriver. Comme j'ai dit, une blessure fait que ton rang change. Une période que les personnes disent, peut-être que... Fait que toujours travailler fort, rester sur terre, faire les détails, puis il arrivera ce qui arrivera. Tu me parles de défenseurs que tu regardes parfois. Est-ce qu'il y en a un qui est un modèle pour toi que tu aimes particulièrement, sur lequel tu t'inspires plus qu'un autre? C'est sûr, Piquet Subban, c'en est vraiment un que je regarde beaucoup. Je pense que les personnes vont beaucoup le critiquer, ils vont dire des fois il fait des affaires, mais je pense qu'au niveau agilité, au niveau vision de jeu, la façon qu'il gagne ses batailles sur le bord des bandes, quand on lui dit admettons surveille Connor McDavid ce soir, il va bien le surveiller puis il va bien le faire. Je pense que c'est un défenseur que je regarde, genre ça aussi. Drew Doughty aussi, très sûr défensivement, bon à l'attaque. Ces défenseurs-là, tous les défenseurs devraient espérer être comme eux. Et c'est ça que j'essaie de faire le plus possible. Mais on va te souhaiter de ressembler à Drew Doughty ou Piquet Subban. Ça va être quand même une bonne carrière si tu ressembles à eux. Je te souhaite la meilleure des chances, Jérémy.
Cette chronique équipement vous est présentée par le Trio Hockey, Sport Rousseau, Hockey Expert et l'entrepôt du hockey. Cette semaine, on termine l'année 2017 en force avec une autre chronique équipement. Je suis avec notre spécialiste Éric Dupont. Éric, avant de nous parler du casque React 200 et de sa grille React, j'ai une question pour toi. Tu te souviens du dernier joueur à avoir joué sans casque dans la Ligue nationale? Je crois que quand j'étais jeune, c'était Craig McTavish. Exactement. La 96-97, l'année avant que moi, j'effectue mon entrée avec les Flames de Calgary. Moi, je repense à ça. C'est absolument incroyable et impensable aujourd'hui qu'un joueur puisse jouer sans casque. Tu as tout à fait raison, Denis. C'est impossible. D'ailleurs, on va commencer par le nouveau modèle de Bauer, le casque React 200, qui est l'une des nouveautés de Bauer cette année. Il est doté d'une nouvelle doublure Suspentec NG qui permet au casque d'épouser la forme de votre tête pour ainsi fournir une protection maximale. On parle ainsi d'un plus grand confort grâce à la plaque d'ajustement thermoformable Bauer. Avis aux joueurs portant la grille, on vous conseille la grille React en titane avec ce casque. Il faut souligner également que ce casque-là est offert dans deux autres gammes, le React 100 et le React 75. Maintenant, parle-nous du CCM TAC 710. Le casque CCM TAC 710, ça a été conçu pour offrir un confort et une protection exceptionnelle. Il a une nouvelle doublure avec D3O Lite et le système RED conçu pour gérer les nombreux types d'impact. On y retrouve un réglage facile à l'arrière du casque pour un ajustement personnalisé et solide. Maintenant, ce casque 710 est aussi disponible dans la version TAC 310. Le troisième casque que tu as pour nous, c'est un casque Warrior. C'est un casque très populaire, surtout chez les joueurs du Canadien. Brendan Gallagher et notre capitaine Max Pacioretty portent ce casque. Un casque doté d'un confort traditionnel et d'une protection haute performance, avec une nouvelle coquille redessinée plus légère qui s'ajuste facilement et sans outils. Alors, c'est important de mentionner, pour ceux qui vont magasiner un casque, le Trio Hockey offre une multitude de couleurs et de grandeurs en inventaire. Maintenant, les choses qu'il faut considérer lorsqu'on achète le casque parfait pour nous. Il y a une pièce d'équipement qu'il faut faire attention, prendre le temps de magasiner, essayer plusieurs modèles, c'est vraiment un casque. Ça protège la tête, donc il faut vraiment être prudent. Choisir le bon casque, la bonne grandeur, le casque qui nous fait le mieux pour notre tête. Nos spécialistes en magasin vont être là pour vous conseiller à faire le bon choix. Moi, si j'ai une suggestion à faire, c'est pas trop considérer le prix pour choisir un casque. C'est toujours y aller avec la sécurité en premier. Merci beaucoup, Eric. Toujours très intéressant. Et la semaine prochaine, on se retrouve pour une autre chronique sur différents accessoires qu'on va retrouver chez le Trio Hockey. Salut, ici Mathieu Perrault des Jets de Winnipeg. Vous regardez le Hockey Magazine en RDS. La chronique sur la glace est une présentation de Captorder, hygiène du sport. Captorder, passe à l'action. De retour avec nous encore cette semaine, Alexandre Jacques. Alexandre, dans le passé, on a parlé d'une situation d'approche au porteur, mais en zone neutre. Mais c'est pas toujours simplement en zone neutre que ça se passe. On peut parler aussi d'approche au porteur en zone offensive également. Exactement. Cette semaine, on va simuler une situation d'approche au porteur en zone offensive, situation qui arrive souvent lors d'échecs avant. Encore une fois, on va faire une revision sur les points clés qu'on a vus lors de la dernière capsule ensemble. Et on va mettre l'accent cette semaine sur deux nouveaux points clés qui vont permettre aux joueurs de se développer dans cette phase du jeu qui est l'approche au porteur. Excellent, on va aller voir ça tout de suite. Alexandre, dans le passé, on a vu l'approche au porteur en zone neutre. Maintenant, on va regarder ça en zone offensive. On va continuer de mettre l'emphase sur les bâtons, le bon synchronisme, mais il y a d'autres choses que tu vas apporter. Oui, effectivement. En plus des deux points clés que tu viens de mentionner, on va s'assurer que le joueur ait un bon palette à palette et aussi que le joueur, en approche au porteur, termine devant son adversaire. Très important pour être bien placé défensivement. Parfait, les joueurs sont placés. Excellent. Donc, on y va, c'est parti. Dans mon cas, j'effectue l'approche au porteur. Ce qui est important, bon bâton encore une fois, bien placé. On arrête ici. Comme on a vu lors de la première capsule, lorsque nos patins sont parallèles, c'est à ce moment-là que je dois ramener mon bâton, effectuer un bon palette à palette, ce qui empêche le joueur de faire une passe ou d'effectuer un jeu. Et par la suite, très important, de venir compléter mon action et de terminer devant le joueur afin de bien le séparer de la rondelle. Par la suite, je vais laisser aller la rondelle à mon coéquipier et on enchaîne, on continue l'exercice. Donc, on vient de voir ici, pour un joueur gaucher, il doit avoir une main sur son bâton, effectuer l'approche au porteur, termine devant le joueur excellent.
Dans la situation d'un joueur droitier ici qu'on va voir, le joueur en approche au porteur, 2 mains sur son bâton, coupe le centre de la glace, vient terminer devant le joueur, le sépare de la rondelle. Encore une fois, bien effectué. C'est parti. Donc, Jérémy va faire une approche au porteur ici. OK, on arrête ça. Jérémy vient me voir. Donc, sur la dernière séquence, ce qui est arrivé, c'est que Jérémy t'a ramené ton bâton trop rapidement vers le joueur adverse et le synchronisme n'était pas idéal, ce qui a permis au porteur de la rondelle de prendre le centre de la glace, ce qu'on veut éviter le plus possible en approche au porteur. Donc, on va le reprendre. On va s'assurer que nos bâtons sont bien placés, qu'on coupe le centre de la glace, qu'on a une meilleure synchronisation et on veut être capable d'immobiliser le joueur vers le coin de la bande et le séparer de la rondelle. C'est parfait. On reprend ça, les boys? C'est parti. Excellent. Bon bâton. Palette à palette. On finit devant le joueur. Excellent. On prend ça. Palette à palette. Encore une fois, le fait de finir devant l'adversaire l'empêche de progresser et on peut récupérer la rondelle plus facilement. Excellent, bien effectué. Bon bâton vers le centre de la glace. Good, palette à palette, sépare le porteur de la rondelle. C'est parti, une main sur le bâton. Dans cette situation-là, ici, on aimerait ça voir le joueur gaucher avoir une main sur le bâton en effectuant son approche au porteur. Dernière fois, c'est parti. Excellent, palette à palette. Fini devant le joueur. Excellent. Alexandre, l'ère est révolue où l'échec avant, c'est simplement des grosses mises en échec. On se rend compte que si on prend un bon synchronisme, un bon bâton, on va récupérer des rondelles de façon beaucoup plus efficace et en contrepartie, avoir beaucoup plus d'offensive. Effectivement, les bonnes équipes aujourd'hui, les équipes de possession de rondelles, le sont en grande partie parce que leurs joueurs sont efficaces en approche au porteur et c'est la façon aujourd'hui de jouer dans le hockey moderne. Un gros merci et nous, on se voit la semaine prochaine. Alors, c'est déjà tout pour nous cette semaine et en espérant que le tout vous ait plu. Voici ce qu'on a à vous présenter à la prochaine émission la semaine prochaine. Jasmin Leroux rencontrera Sylvain Guimond, docteur en psychologie du sport, qui parle de commotion. Une entrevue avec le jeune défenseur québécois des Sénateurs, Thomas Chabot. La chronique équipement avec le spécialiste Éric Dupont, qui portera sur les divers accessoires à la portée des hockeyeurs. Et le segment Sur la glace avec Ramzi Abid. Tout ça et beaucoup plus à Hockey le Magazine. Hockey le Magazine vous a été présenté par vos concessionnaires Subaru du Québec. Subaru, confiance et évolution.